Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chancelier haïtien Claude Joseph a annoncé le mardi 1er décembre que le référendum sur la nouvelle constitution aura lieu en mars 2021. La police nationale travaille d'arrache-pied afin de combattre l'insécurité et notamment le kidnapping. C'est la garantie donnée par le porte-parole de l'institution policière, Michel-Ange Louis-Jeune, qui invite la population à collaborer avec les forces de l'ordre. L'exécutif annonce la création par décret de l'Agence nationale d'intelligence ANI et le renforcement de la sécurité publique. Nous avons appris aujourd'hui la création par décret d'une nouvelle agence nationale. Il s'agit de l'Agence nationale d'intelligence ANI. Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle structure, nous avons avec nous ce soir, en visioconférence, le colonel Himmler Rébu. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Serge. Bonsoir aux amis de Métropole. Bon, alors, colonel Rébu, c'est quoi cette nouvelle, cette agence nationale d'intelligence? Bon, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Et ce sont des structures indispensables pour l'équilibre de quel que soit le pays. Oui. Les structures d'intelligence, les structures de renseignement, qui sont deux choses différentes, mais qui interagissent. Ces structures-là ne peuvent pas être montées en dehors de normes constitutionnelles. Ce sont des institutions régaliennes extrêmement importantes dans l'architecture de la défense nationale. Et pour avoir une agence nationale d'intelligence, il faudrait commencer par avoir un Conseil national de sécurité, avec une agence liée au service d'intelligence. Et dès qu'on évoque l'intelligence nationale, on doit aussi avoir une section ou un service de contre-intelligence. Les deux vont de pair. Et ensuite, avoir les structures nationales de renseignement, qui est une autre chose. Quand on parle d'intelligence, il faut sous-entendre et voir tout de suite l'intelligence militaire, l'intelligence stratégique liée à des activités qui contrôlent les intérêts extérieurs d'un pays. Par exemple, toute l'infrastructure, vous avez souvent entendu parler des actions, des tentatives de pénétration de la Chine aux États-Unis, des États-Unis en Grande-Bretagne, etc. Ce sont des activités normales de la recherche de l'équilibre des États. Et l'intelligence est plus liée à la sécurité extérieure de l'État. Je suis sûr qu'un pays comme la République dominicaine, qui entend que Haïti a mis en place une structure nationale d'intelligence, automatiquement ça doit provoquer une réunion de l'état-major dominicain, et tant sur le plan politique que sur le plan stratégique, sur le plan militaire et sur le plan des intérêts commerciaux. C'est à ça que sert une agence nationale d'intelligence et qui doit avoir aussi une structure de contre-intelligence pour parer au coup éventuel que, il faut l'appeler comme ça, l'ennemi extérieur déséquilibre de votre nation. Maintenant, les structures de renseignement ont des visées extraterritoriales aussi, mais sont tournées essentiellement vers la sécurité intérieure de l'État. Je n'ai pas lu le décret. D'abord, un décret ne peut pas prendre une telle décision. C'est très clair. C'est comme si on devrait mettre en place ce qui est indispensable, un Conseil national de sécurité. On ne peut pas prendre une grosse décision par un décret. Maintenant, il y a les divers services. Par exemple, si je vous montre, je vous parle de la France,
Ils ont ce qu'on appelle la direction, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Extérieure, oui. C'est des structures qui font l'infiltration, l'espionnage, les interventions. C'est pas une affaire à la blague. C'est comme par exemple quand vous prenez la CIA, j'ai entendu des commentaires disant que la CIA ne produit pas d'opération, transmet des renseignements. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il y a toutes les structures d'intelligence ont leurs unités d'intervention, mais qui ne peuvent intervenir que sur les décisions des structures de la sécurité nationale de sécurité et qui est présidée directement par le président de la République. Bon, écoutez, d'abord, merci d'avoir établi le distinguo entre intelligence et renseignement. Moi, je croyais naïvement que intelligence était un anglicisme pour renseignement. Intelligence, en anglais, c'est renseignement. Mais merci d'avoir fait la différence pour nous. Maintenant, évidemment, tel que vous venez de présenter les choses, il faut donc en conclure que cette nouvelle agence aurait un domaine d'intervention à la fois national et extraterritorial, puisqu'il s'agirait de surveiller les frontières, ou peut-être même en inversant les rôles, d'aller espionner les Dominicains, les Américains, pour savoir l'OEA, pour savoir quelles sont leurs intentions vis-à-vis de nous. Voilà, l'intelligence intervient dans la protection des intérêts nationaux par rapport à des menaces extérieures. Extérieures. Wow. Et ça, par exemple, vous devez avoir des structures internes de contre-intelligence. Par exemple, quand vous voulez faire quoi? Vous voulez démonter la structure d'information de la personne que vous prenez, que vous estimez être un ennemi. Ouais. Donc, bon. Alors que le renseignement a plusieurs paliers, a plutôt une visée interne, mais a aussi une structure de surveillance extérieure. C'est un autre niveau de contrôle. Et par exemple, tu as les activités d'infiltration, d'espionnage, d'opérations secrètes. Par exemple, il y a l'intelligence politique aussi. Il y a l'intelligence industrielle. Tout ceci rentre dans un paquet visant la protection des intérêts nationaux par rapport à des menaces externes. Mais tout ce que vous êtes en train de nous dire, là, colonel Rébus, c'est qu'une agence nationale d'intelligence, c'est pas une affaire de timoun, comme on dit. Si vous avez pu comparer ça à la DGSE française ou à la NSA américaine ou à Homeland Security, ce sont des choses colossales. Est-ce que nous avons la capacité? Extraordinaire, avec plein de directions. Et une technologie de pointe, en plus. Une technologie de pointe, il doit y avoir la direction, les directions scientifiques. Ouais. Quand vous rentrez dans le système d'espionnage, vous devez avoir plusieurs niveaux de contrôle scientifique. Par exemple, aujourd'hui que la technologie est extrêmement avancée, vous vous rappelez tous les problèmes qu'il y a eu entre la Chine et les États-Unis, oui. ne serait-ce que pour le système de communication téléphonique. Oui, le fameux 5G. Oui. C'est des choses extrêmement pointues, extrêmement sérieuses. Nous devons apprendre à les monter, mais pas dans une ambiance de plaisanterie ou bien de mauvaise évaluation de ce que c'est. Parce que lorsque vous prononcez le mot, c'est comme par exemple quelqu'un qui est avec son téléphone aux États-Unis ou en France ou bien dans n'importe quel pays normal et dit prononce le mot théorie. Ah. Dès que ce genre de terme-là sort dans la communication, il y a toute une infrastructure de surveillance et scientifique qui intercepte la communication, qui localise le lieu de provenance et qui met en branle la structure d'intervention qui est déjà prépositionnée. Oui. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est pour ça que ne peut pas être une parole en l'air, parce que quand nous le disons, sans en évaluer les conséquences, les pays étrangers reçoivent le message pour ce qu'il est sur le plan technique.
Voilà. Oui, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la technologie qu'il fallait avoir pour mettre sur pied ce genre d'agence, mais et le personnel que ce genre d'agence réclame est un personnel pléthorique. Un autre aspect extrêmement important. Une agence, un système de sécurité simple est régi par la qualité du personnel qui y est affecté. Et donc la formation. Si vous lisez ce livre que je viens de vous présenter, la DGSE, si vous voyez la méthodologie qui est appliquée pour le recrutement des gens, ce ne sont pas des individus qu'on prend à la légère comme ça. Et assez souvent, on va jusque dans les filiations, dans les relations familiales, de l'espoir, jusqu'à 4-5 générations antérieures pour voir les rapports de ces gens avec l'État au niveau du patriotisme développé au niveau de ces familles. C'est pas une lubie, c'est pas des choses qu'on peut faire comme ça à la légère. Bon, en conclusion... Oui. En conclusion, colonel Rébu, est-ce qu'il faut conclure que la création de cette agence nationale d'intelligence, c'est une plaisanterie? Bon, au niveau de ce que j'ai comme connaissance du personnel qu'on a en Haïti aujourd'hui, ça ne peut être qu'une bonne blague. Un rêve, les yeux ouverts, ou bien la manifestation d'une série de bonnes intentions, je suggérerais que les gens rentrent dans la documentation internationale qui existe sur la question, sur comment organiser ces services. Et je crois qu'aujourd'hui, notre souci devrait aller vers le renforcement du renseignement, tant au niveau national et avec des antennes à l'étranger, pour parer aux problèmes que nous sommes en train de vivre, parce que je pense que c'est un morceau difficile à avaler dans la conjoncture présente en Haïti. Cela ne veut pas dire que ces structures-là ne sont pas nécessaires. Au contraire, je travaille depuis environ 7 mois sur ce qu'il faudrait faire pour mettre en place un Conseil national de sécurité, parce qu'on a un vrai problème avec des gens qui sont impliqués dans des histoires pour lesquelles ils n'ont ni l'histoire personnelle, ni la formation, ni, je ne sais pas, la formation, tant sur le plan technique, voire même sur la filiation et patriotique et responsable pour nous sortir des choses pareilles. Et est-ce qu'on sait au moins à qui cette agence a été confiée, qui en est le chef? Bon, c'est quelqu'un qui devrait avoir son mandat d'un Parlement. C'est comme par exemple, quand le président des États-Unis choisit le commandant de la FBI et de la CIA, ou bien certains directeurs importants, le choix ne peut pas être strictement réservé au président de la République. C'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale, c'est ce qui doit être endossé par les congressmen, par le Parlement. Le président ne veut pas un matin et se réveiller et dire ok, bon, je monte une agence. Bon, je ne peux même pas répéter le mot d'intelligence nationale comme ça. Lui tout seul, non, ça ne peut pas se faire. Parce que... Même pour avoir le budget pour faire procès. C'est une très grosse boîte. C'est une très grosse boîte. Absolument, très budgétivore. Parce que vous parliez de la DGSE tout à l'heure. Le patron de la DGSE est quelqu'un avec qui il faut compter en France. C'est pas un personnage secondaire. C'est un personnage essentiel. Oui, et qui fait partie du Conseil national de sécurité. Bon, je me dis bon. On en parlera. Écoutez, je pense qu'il faut quand même attendre d'avoir de plus amples renseignements sur les domaines d'intervention, la mission ou l'émission exacte de cette agence, parce que le décret est extrêmement court. L'organigramme. Les diverses directions. Les divers services. Vous imaginez que nous sommes au monde
l'impression que nous pouvons organiser des structures d'infiltration et pour des opérations secrètes, etc. Wow. Oui, tout ça paraît un petit peu farfelu quand même. D'accord, eh bien écoutez, merci beaucoup, colonel Rébu. Vous nous avez éclairé sur un certain nombre de choses et on se rend compte que monter une agence nationale d'intelligence, ce n'est pas une mince affaire et que ça ne va pas se faire en quelques jours. Il y faut la technologie, il y faut le personnel pléthorique, compétent et bien formé. Et vous venez de le dire, il faut aussi un budget colossal pour faire marcher ce genre d'agence. Et tout domaine dans lesquels, pour l'instant, tout du moins, nous ne sommes pas encore prêts. Pas encore, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, colonel. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir tenté d'essayer de nous faire appréhender ce qu'est cette Agence nationale d'intelligence. Pour l'instant, tout cela demeure encore un peu mystérieux. En tout cas, c'est un plaisir. À la prochaine. Merci et à très bientôt. Le comité consultatif sur la Constitution, présidé par l'ex-président Boniface Alexandre, a eu ce jeudi 1er décembre une séance de travail avec des experts de l'OEA, d'anciens conseillers électoraux et de hauts fonctionnaires du Conseil électoral provisoire. Les experts de l'OEA ont apporté des précisions sur les causes de conflits lors des récentes élections. Les dossiers conflictuels dans les périodes préélectorales, électorales et post-électorales ont été débattus. De son côté, l'ex-directeur du CEP, UDER, Antoine, a abordé les contraintes et difficultés rencontrées par les cadres de l'organisme électoral. Les membres du comité consultatif auront d'autres séances de travail avec des sociologues, des économistes, des géographes et d'autres spécialistes dans le cadre du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. Le chancelier haïtien, Claude Joseph, a annoncé mardi que le référendum sur la nouvelle constitution aura lieu en mars 2021. Lors d'un dîner avec les ambassadeurs accrédités à Port-au-Prince mais ayant leur résidence en République dominicaine, le chef de la diplomatie haïtienne a insisté sur la nécessité de changer la constitution amendée de 1987, qui est une source d'instabilité. Il critique la corruption qui s'est instaurée dans les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs lors de la formation des gouvernements. Il soutient que la structure du régime encourage le marchandage et la corruption, notamment dans la ratification du Premier ministre. De plus, il regrette le morcellement du pouvoir exécutif entre le chef de l'État élu par le peuple et le Premier ministre choisi par les législateurs. Le ministre des Affaires étrangères a précisé que le référendum aura lieu en mars, avant les élections législatives. La grève des parquetiers se poursuit au niveau des tribunaux. Ils exigent de l'État haïtien le respect des protocoles d'accord qui ont été paraphés avec les structures syndicales en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de travail. Le président du syndicat national des employés du parquet d'Haïti, Jean-Marceau Clerget, annonce qu'ils ne vont pas reprendre du service tant que les autorités supérieures ne répondront pas à leurs exigences. Jusqu'à présent, nous pouvons joindre aucune intervention qui fait au côté autorité supérieure. Au contraire, c'est rumeur qui m'entendait, yo pral fait transfert et il y a transféré président, il a transféré tout le monde qui fait partie des syndicats. Donc alors nous dit c'est rumeur. Pour qui ça? Parce que c'est constitution qui bat nous droit pour nous syndiquer. C'est constitution qui bat nous droit pour nous regrouper dans une association. C'est constitution qui dit nous doit pour nous revendiquer ça qui est revenu nous de droit. Pour nous demander meilleures conditions de travail, pour nous demander l'autre traitement, pour nous demander et ça qui est revenu nous de droit. Nous là jusqu'à présent pour qu'on gagne une intervention qui fait et dans la bataille, mais heureusement nous t'entendons PM qui te dit li au courant
de ça qui passe dans le système judiciaire là et il mandé ministre justice là avec président CSPJ pour chita ensemble pour ouais sur capoter une réponse rapide pour nous débloquer le système judiciaire parce que nous-mêmes nous sommes bail service. Nous voulons bail service, c'est pour ça que nous là jusqu'à présent nous pouvons joindre aucune intervention qui fait et n'a tant intervention qui fait. Comme PM n'a saisi de ça, c'est lui qui chef du gouvernement, c'est lui qui a mené toute ministre et c'est lui qui gagne comme qu'a dit feuille de route de fonctionnement normal. Lui mandé, moi attendez, il dit lui mandé ministre là pour li chita avec président CSPJ pour aider quelles mesures que ka faire intervention rapide. Et n'attend nous quitter des bras nous l'ouvrir pour n'attend que yo voyez computer pour nous informatiser le système que yo voyez conditions pour ménager. Voyez conditions pour ménager, bail bon service, sécurité bon service, secrétaire bon service, pour bail bon service, greffe là doit bail bon service. N'attend. Le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis-Jeune, lance un appel à la collaboration à tous les secteurs de la vie nationale en vue de donner une réponse adéquate au phénomène du kidnapping. Conscient de la réalité, le commissaire Louis-Jeune rappelle que l'insécurité est multidimensionnelle. La PNH est à pied d'œuvre en vue d'en venir à bout, a-t-il garanti. Toutefois, la prudence est de mise, affirme le porte-parole. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Enlèvement, séquestration suivi de demande de rançon, c'est le déroulement habituel des kidnappings selon le porte-parole de la PNH. Michel-Ange Louis-Jeune se montre lucide par rapport au phénomène. La peur est là. La peur est là, il n'y a pas un tabou. Nous devons dire ça. Parce que nous devons dire population s'allier. La peur est là par rapport à sa guerre. Mais l'assurance est tout aussi là. L'assurance est tout aussi là. Parce que nous sommes tombés dans la fatalité, c'est pas de gagner qui t'est fait du tout. Face à la montée vertigineuse des actes de banditisme dans le pays, la préoccupation est nationale, voire même internationale. Le spectre de la violence n'a pas de limite. Des gens sont rançonnés, d'autres sont assassinés, violentés ou spoliés. La PNH est concernée au premier chef par cette situation. Phénomène non, il n'est pas concerné la police seulement. Et pas mettre dans la tête nous, c'est la police seulement qui résout le problème. Non. Chaque monde dans la société a son acteur de production de sécurité. Chaque monde qui est dans la société a son agent de sécurité. L'inquiétude lorsque l'on circule dans la capitale est devenue permanente. La peur de se rendre en province est encore plus présente. Le passage d'un véhicule aux vitres teintées est susceptible de créer la panique. Qui plus est, certaines informations laissent croire que des bandits portent les uniformes de la police. Le commissaire Louis-Jeune ne dément pas ces données, mais affirme que la PNH enquête. La sécurité, c'est une question qui est pensée et résolue par une pluralité d'acteurs. Moi, bien content, des fois, en pile, monde pas saisi dimension question. Il y a toujours demandé qui est la police a résoudre le problème ça. La police commence à résoudre certainement dans façon parle, dans niveau parle. Mais moi-même tout, je me prendre plaisir pour demander aux journalistes là à quel niveau. Pour qui ça à quel niveau? Parce que la police pas capable d'intervenir à tous les niveaux. Cette période de fin d'année est incontestablement le moment où de nombreux citoyens, notamment les petits commerçants, les propriétaires d'entreprises, se préparent à investir pour réaliser un maximum de bénéfices. C'est du moins la tendance habituellement au mois de décembre. Toutefois, avec l'insécurité qui bat son plein, le doute plane. Et en ce qui concerne les fêtes, aucun plan de sécurité n'a été présenté, du moins pour l'instant. Faisant office de porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune se montre rassurant. Sécurité à une approche multidimensionnelle et en tant que tel, on graine acteur pas capable de résoudre à lui-même seul. Et je crois que grand pile et directeur d'opinion, grand pile journaliste, nous là nous comprenons question, nous là tous nous avons responsabilité nous, au moins pour nous informer mais aussi former population. Malgré la dégradation du climat sécuritaire dans le pays, la PNH de son côté tente de rassurer.
Les unités spécialisées de l'institution policière sont à pied d'œuvre, affirme le porte-parole de l'institution, Michel-Ange Louis-Jeune, qui dit solliciter en même temps la collaboration de tous en vue de donner une réponse adéquate aux actes de banditisme, notamment le kidnapping. Mais entre-temps, ceci n'empêche pas cela. Chaque jour, de nouveaux cas sont rapportés et bien d'autres sont passés comme une lettre à la poste, selon les observateurs. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Office de la protection du citoyen, OPC, dénonce le non-respect par l'État des lois relatives à la protection et l'intégration des personnes à mobilité réduite en Haïti. Qu'il s'agisse de la loi du 13 mars 2012 ou du texte adopté le 12 juillet 2018, une enquête de l'OPC sur les discriminations contre cette catégorie dans l'administration publique démontre que ces législations ne sont pas appliquées dans la plupart des institutions étatiques. Nous avons pris 4 ministères et parmi 4 ministères, ça, nous avons allé vérifier est-ce que le quota qui est exigé par la loi est respecté dans l'institution. Et la loi dit que sous effectif personnel qui gagne dans une institution, eh bien, il faut gagner au moins entre 2 à 4% de monde qui la donne. Minimum 4%. Et constat, c'est que pas même 1% de monde qui en situation de handicap, qui vivent ou bien qui travaillent dans ces deux ministères. Et deuxièmement, nous constatons que c'est des gens qui le plus souvent qui rejetés par la société. C'est des gens qui occupent des postes qui ne correspondent effectivement à compétences, à performance, même si ils ont de grandes compétences, ils ont écarté, ils ont relayé. Donc ça prouve nous que le rapport là, que d'après nous-mêmes, nous constatons que en pile monde qui vivent avec un handicap, qui travaillent dans l'administration publique, eh bien c'est des gens qui sont victimes soit de discrimination, soit de stigmatisation, ou bien parfois même de déni de justice. C'est-à-dire les gens rejetés au sein de l'institution publique là, eh bien, il n'y a pas un côté vraiment capable de porter plainte véritablement par devant une instance judiciaire. Nous faisons un pile de recommandations et un constat que nous faisons, nous voyons que premièrement, quand on construit en Haïti, quand on construit des écoles, quand on construit des hôpitaux, quand on construit des universités, quand on construit des bâtiments publics, quand on construit des ministères, on ne tient pas compte de ça, la règle de la DAA. Espace ça le plus souvent n'est pas disponible. Premièrement, parfois espace n'est pas accessible, parfois espace n'est pas acceptable au regard des normes internationales et parfois espace n'est pas adaptable. Et c'est peut-être ça qu'en termes de recommandations, nous-mêmes nous demandons à travers ce document que nous rendons public matin pour que les autorités concernées prennent en compte de sanitaire l'exercice ou la jouissance des droits des personnes à mobilité réduite, ça c'est le PMR, c'est-à-dire en termes de droit à la santé, en termes de droit à l'éducation, en termes de droit au logement, en termes de droit à la nourriture, en termes de droit à l'eau potable. Eh bien, il faut que tout droit ça, d'abord, il faut que yo disponible pour Mounsayo, pour cette catégorie. Il faut que yo accessible à Mounsayo. Il faut que yo acceptable, c'est-à-dire de bonne qualité également. Et il faut que yo adaptable tout à catégorie monde que les personnes à mobilité réduite. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.